Je remercie toutes les personnes qui sont mobilisées pour qu'on soit aussi nombreux pour manifester le besoin d'angioplastie et écouter le professeur Vigneron ce soir. Je voudrais présenter les excuses de la nouvelle directrice de l'hôpital, Madame Ungerer, et celle du sénateur, Monsieur Durin, qui a été empêché. Je vous demande, s'il vous plaît, de couper les sonneries de vos téléphones. Et je vous explique en 2 mots comment va se passer la soirée. L'idée est de faire une conférence de 30 minutes par le professeur Vigneron, que je vous présenterai ensuite, et puis de répondre à vos questions, que vous les posiez par un micro qui se déplacera dans la pièce, ou que vous les posiez par des petits bouts de papier qui lui ont été proposés en bas et qu'on pourra refaire circuler s'il y a besoin. Je voudrais remercier la mairie, je voudrais remercier les services municipaux qui nous ont beaucoup aidés pour permettre le déroulement de cette réunion, de Montpellier, où il est chargé d'un enseignement d'aménagement sanitaire. Et depuis 20 ans, 30 ans, il est appelé comme expert dans un certain nombre de régions, à la demande de l'ARS locale, à la demande du ministère, à la demande d'un certain nombre de milieux hospitaliers ou de milieux d'organisation de la santé publique. Il se trouve que j'avais suivi un certain nombre de ses travaux et je l'ai contacté courant décembre en lui demandant s'il acceptait de s'intéresser à notre situation qui semblait à l'époque complètement bloquée. Et j'ai eu la surprise de découvrir quelqu'un qui non seulement acceptait, mais qui en plus connaissait déjà le dossier parce qu'il avait déjà travaillé dans l'année 2016 dans des travaux personnels sur les enjeux de l'angioplastie au niveau national. Et donc c'est un grand honneur que nous avons de l'avoir ce soir. Je vous remercie de l'applaudir et je lui donne la parole. Prendra peut-être, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais c'est un peu obligatoire, car nous traitons d'un sujet sérieux qui prendront peut-être le tour d'un cours, d'un exposé, de quelque chose finalement d'assez pédagogique. Mais après tout, vous êtes là pour ça. Pour mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc je voudrais, puisque vous m'en donnez l'opportunité et que votre présence ici le manifeste, je voudrais prendre le temps de bien nommer avec vous les choses. Et puis, comme le disait aussi Albert Camus, c'était la phrase que je vous ai citée précédemment, si notre pays est malheureux, et il l'est, en partie, si notre pays est parfois pauvre dans ses élites, et il faut bien convenir que c'est hélas parfois le cas, pas toujours bien sûr, il est surtout riche de son peuple et de sa jeunesse. Et donc, finalement, avoir une telle réunion qu'on peut bien, et c'est beau de la qualifier ainsi, qualifier de populaire, en tout cas de peu académique, de peu usuel dans les milieux dans lesquels je suis habituellement, c'est une très belle et une très bonne chose. Alors, on va commencer. Et puis c'est amusant, monsieur le maire, merci de votre accueil. Nous sommes dans la salle Marcel Samba. Moi j'adore l'histoire. Marcel Samba, c'est l'ancêtre, le père, on pourrait dire, de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Parce qu'en 1909, il avait fait une proposition de loi pour que tous les documents administratifs, les débats, les minutes et tout, les réunions administratives de l'État soient toujours portés au débat public. C'est amusant, peut-être pouvons-nous nous placer, après vous êtes passé sous les mannes de Albert Camus, sous celle de Marcel Samba aussi, pourquoi pas. Bien, alors, l'angioplastie dans le Nord-Saône-et-Loire, c'est ce dont nous allons parler, et si vous le permettez, on va en parler en quelques points. D'abord, le fait que l'angioplastie, c'est un besoin qui est bien identifié par les études d'épidémiologie géographique que j'ai pu mener, mais c'est aussi un besoin qui correspond à quelque chose qui est assez facile à mesurer, qui est la carence de l'offre présente en Saône-et-Loire. C'est un besoin qui est justifié par la présence d'une USIC, c'est-à-dire une unité de soins intensifs continus, de cardiologie, pardon, une unité de soins intensifs de cardiologie, comme il y en a à l'hôpital
de Châlons et qui est dirigé par le docteur Bélinger. Et puis, c'est aussi un besoin qu'on peut aisément objectiver, c'est ce que j'ai fait en plus comme travail, objectiver par des simulations qui jouent avec des implantations en disant que se passerait-il si on installait ici, ou si on fermait là, ou si on modifiait dans ce sens, ou si on faisait comme cela. Et puis, en conclusion, rapidement, je tordrai pas le cou, mais je montrerai ce que nous pouvons bien appeler l'inanité des contre-arguments qui sont parfois évoqués contre cette idée de présence d'une angioplastie à Châlons. D'abord, je voudrais dire qu'il est surprenant d'un certain point de vue, et nous tous devons en être bien pénétrés, il est surprenant d'un certain point de vue de devoir encore et encore réitérer l'affirmation du besoin, car aussi bien l'État a reconnu ce besoin, lorsqu'il y a plus de 2 ans de cela, le directeur de l'Agence régionale de santé a prononcé un arrêté qu'on appelle arrêté de reconnaissance de besoins exceptionnels, ce qui permet en cours de schéma d'inscrire ce besoin dans les réalisations à venir dans la période en cours du schéma. Alors, j'ai dit que ça serait sérieux et que vous alliez en baver. Et oui, vous allez voir des tableaux avec des nombres, car les faits sont ce qu'ils sont, et il ne s'agit pas de dire un peu, beaucoup, mais il s'agit de dire exactement ce que les choses sont. Rassurez-vous, je ne vais pas commenter tous les nombres. Ce que nous dit ce tableau, c'est à âge sexe égal, c'est les calculs que j'ai faits dans les études qui ont été publiées à l'Académie de médecine l'an dernier. Ce que nous dit ce tableau, c'est que les habitants de la Saône-et-Loire consomment, et ils apparaissent là en bistre ou en marron, les habitants du Nord-Saône-et-Loire consomment bien moins de angioplastie coronaire qu'en moyenne en France. Il y avait un pointeur, il est là, voilà. On va se concentrer sur quelques-uns des chiffres, hein, mais c'est important, et ces chiffres, vous les aurez ensuite, puisque tout ça sera transmis aux participants. Voilà, on a des nombres ici qui s'apprécient par rapport à 100. Je suis forcément un peu pédagogique, parce que tout le monde n'est pas au fait de ces choses-là. 100, c'est la moyenne. À âge et sexe égal, c'est la moyenne de la consommation en France d'angioplastie coronaire. Quand on voit 63, qui est proche de 60, cela signifie que le recours à l'angioplastie coronaire est dans l'endroit considéré, ici la zone d'emploi de Beaune par exemple, ou d'Autun, 54, que la consommation pour la zone d'emploi d'Autun est inférieure de presque 50% à ce qu'elle est en moyenne en France. 50%, c'est pas rien, on est là à âge et sexe égal, et au fond à besoin qui est quand même assez aléatoirement distribué dans la population, qui est donc égal à peu près en tout point du territoire. Et donc une telle faiblesse de recours marque indubitablement une carence de l'offre, une difficulté d'accès aux soins. Ça c'est vraiment dans ce tableau-là un chiffre majeur qui manifeste très clairement l'existence d'un besoin important dans le nord-ouest du département qui est le vôtre. On pourrait, en regard, voir que dans cette même zone, on a un recours qui est important au comptage orthocoronarien, même si l'un n'est pas le négatif de l'autre, il n'empêche que d'un certain point de vue, ils le sont quand même, et que ceci manifeste un sous-recours complémentaire à l'angioplastie coronaire. On y reviendra éventuellement dessus dans vos questions. Donc du point de vue de la consommation des soins, une indubitable sous-consommation qui est la manifestation absolument certaine d'un mauvais recours à l'offre. Si on regarde les choses ici, j'ai entouré d'un cercle le département de la Saône-et-Loire que vous connaissez bien, et bien effectivement on voit la faiblesse du recours, notamment dans tout l'ouest du département, qui apparaît en bleu plus soutenu,
sur la carte qui est ici, parce que nous, ce soir, nous sommes là, bien sûr. Inversement, on voit dans la région, notamment dans la Bresse, qu'il y a un très élevé niveau de recours au pontage aorto-coronarien. Je rappelle que les pontages coûtent infiniment plus cher que l'angioplastie, mais on y reviendra aussi. Premier élément. Deuxième élément, je ne vais pas trop citer de chiffres, mais enfin quelques-uns. Le besoin correspond à une carence de l'offre. Cette carence de l'offre, elle est tout à fait certaine. Que nous dit ce tableau? Eh bien, ce tableau nous dit que, je vais prendre juste un chiffre, ici c'est la densité de sites d'angioplastie en Saône-et-Loire pour 100 000 habitants âgés de plus de 40 ans. Il est bien évident que c'est cela qu'il faut considérer, et encore la fourchette est-elle large, car l'angioplastie, c'est pas trop fait pour les enfants et les adolescents, même si hélas parfois c'est le cas, mais en moyenne c'est fait pour des adultes qui ont dépassé la cinquantaine, mais enfin 40 ans c'est un bon indicateur. Eh bien, ce que nous dit ce chiffre, c'est que le département de Saône-et-Loire est au 75e rang des départements français. 75, vous me direz, il en reste 25. Alors de quoi nous plaignons-nous? Ben oui, mais c'est pas 25 n'importe lesquels. C'est souvent 25 très peu peuplés, où effectivement il est difficile d'établir une offre d'angioplastie. C'est 25 très peu peuplés, ou c'est 25 qui sont en périphérie d'autres départements qui, eux, sont très peuplés et où il y a de l'offre. On a ça, évidemment, en Île-de-France. 75e rang, c'est le plus mal placé et parmi les plus peuplés départements. C'est un département qui est peuplé de beaucoup d'habitants et évidemment cette position-là dénote encore une fois cette carence de l'offre. Il faut bien accepter cette idée. Notre département, votre département, mais vous pouvez aller et dire notre département est au 75e rang des départements français en matière d'offre d'angioplastie. C'est un peu à la hache, si on veut, mais enfin c'est quand même un chiffre qui a sa portée. C'est un besoin qui correspond à une carence de l'offre et qui plus est à une demande qui est en croissance. La croissance, elle n'est pas du tout négligeable puisque dans le nord Saône-et-Loire, au cours des années considérées là, c'est-à-dire le début de la décennie 2010, eh bien, le taux de croissance était très supérieur dans le nord de la Saône-et-Loire à ce qu'il était ailleurs dans la région ou en France, et notamment aussi par rapport au sud du département. Donc un besoin qui est mal couvert, un besoin qui induit une sous-consommation des soins et un besoin qui est en croissance, ce qui évidemment, on n'est pas bête ici, on le comprend, largement lié au vieillissement de la population qui atteint tout particulièrement le nord et le nord-ouest du département. Je passe, parce qu'on n'est pas là non plus pour multiplier les chiffres, et quelques-uns sans doute suffisent. C'est un besoin, je l'ai dit, qui est également justifié par la présence d'une unité de soins intensifs de cardiologie, les USIC. Pourquoi est-ce un besoin qui est justifié par l'USIC? La puissance publique a ouvert une USIC dans le nouvel hôpital de Châlons. J'allais dire noblesse oblige, car que savons-nous des USIC? Un certain nombre de choses, et notamment parce qu'en 2014, il y a eu en France une grande étude sur le fonctionnement des USIC et les patients dans les USIC. Qui étaient-ils, d'où venaient-ils, pourquoi étaient-ils là, etc. Et il s'est avéré qu'on a dénombré et ainsi pu analyser 280 000 séjours l'année 2014 dans les USIC de France. Parmi lesquels on a reconnu 136 000 personnes qui avaient été présentes là en USIC pour des maladies coronaires. On en a dénombré 42 000 pour des arythmies, 30 000 pour des arrêts cardiaques. Tout cela ont besoin de coronarographie et d'angioplastie. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Autrefois oui, mais enfin, au début oui, mais aujourd'hui non.
Donc premièrement, il n'y a pas d'USIC sans coronarographie, c'est une sorte de non-sens, et à terme, on sait très bien que les USIC où il n'y aura pas de coronarographie ne vivront plus, on mettra des normes qui feront qu'il n'y aura pas d'USIC sans coronarographie, et d'ores et déjà, c'est presque inconcevable. Parallèlement, il n'y a pas non plus de coronarographie sans USIC, pour une raison assez simple, c'est que lorsqu'on ouvre une coronarographie, les patients que l'on y reçoit, c'est pas non plus des grippettes, hein, c'est des gros trucs. Donc les patients sont souvent instables et doivent être hospitalisés. La moitié au moins d'entre eux, selon les recommandations internationales, sont justiciables d'une hospitalisation en USIC. Donc, il faut bien se pénétrer de l'idée que coronarographie va avec USIC et que USIC va avec coronarographie. Et que coronarographie est forcément liée à la présence d'angioplastie. Ça fait un argument de plus et puis un argument de fois. J'en viens maintenant aux simulations qui apportent encore de l'eau au moulin de l'existence du besoin et de l'intérêt de l'ouverture d'une offre ici dans le Nord Saône-et-Loire, chose, encore une fois, qui a été reconnue par un arrêté de reconnaissance exceptionnelle de besoin. Alors, on peut ergoter, et soyez bien confiants que beaucoup de gens ergotent, et que des sophistes, pour pas dire plus, et des byzantins, il y en aura toujours. Mais enfin, les choses sont qu'elles sont, et depuis 30 années, 40 années tantôt, que la technique s'est développée, et comme vous le savez, elle s'est d'abord développée en France, à Toulouse, où elle a été inventée. Les normes, les recommandations, les bonnes pratiques se sont affinées. Cet été dernier, encore, en juillet 2017, ce qu'on peut considérer comme la référence européenne en matière de coronarographie, un groupe, société savante, a publié ses recommandations et a clairement indiqué les délais qui étaient compatibles avec une bonne utilisation de l'angioplastie ou de son alternative finalement assez peu recommandée, qui est la thrombolyse, peu importe. Le temps d'accès à une angioplastie recommandée est de moins de 90 minutes, mais pas 90 minutes entre la survenue de la crise au domicile ou au travail, etc., et l'arrivée à l'hôpital, mais très exactement de 90 minutes entre ce qu'on appelle l'électrocardiogramme qualifiant, qui va manifester le décalage des ondes T et indiquer la nécessité d'une revascularisation, et le moment où le patient va avoir l'artère ouverte et où le guide va être introduit dans le bras du patient ou dans l'aine du patient pour aller dilater et placer la stent. Et donc voilà comment il faut compter le temps. Ensuite, j'ai été plutôt assez tolérant dans les cartes que j'ai dessinées là, qui sont résultats de calcul, avec le temps routier. Comme si je méconnaissais un peu la réalité des conditions de circulation dans le Morvan ou dans l'ouest du département. Et même si le réseau routier, pour des raisons historiques, est dense ici, il n'est pas toujours bon, et les conditions climatiques, évidemment, ne sont pas toujours celles qui peuvent être par chez moi, par exemple, où elles sont aussi parfois dégueulasses, rassurez-vous. Donc j'ai fait ces cartes. Alors, voilà la carte du haut. La carte du haut, elle est la situation actuelle. Vous reconnaissez la région tout entière, Bourgogne-Franche-Comté, et vous reconnaissez dans l'ex-Bourgogne, dans ce que nous pouvons toujours appeler la Bourgogne, car la frontière, c'est quand même celle du traité de Verdun, et elle aura la vie dure, nous serons morts qu'elle existera encore. Elle est très exactement celle du traité de Verdun, je vous rappelle la frontière entre la Franche-Comté et la Bourgogne. Eh bien, il y a Nevers, Auxerre, Dijon et puis Mâcon. Ce que l'on voit, c'est que toute la Bourgogne centrale, et même une partie de la Saône-et-Loire, comprise entre Châlons et Mâcon, est dans une zone d'ombre éloignée de plus de 90 minutes de l'angioplastie, ce qui n'est pas bon pour les patients. J'ai rajouté Châlons sur la simulation numéro 1.
Et ce que nous voyons sur cette simulation, c'est que du coup, le département s'éclaircit singulièrement, même s'il reste encore en limite de la Nièvre et du département de Saône-et-Loire, des zones d'ombre, mais ce sont aussi dans ces limites départementales des zones où habite relativement peu de monde. La simulation 2, qui est en dessous ici à gauche, cette simulation 2, elle dit ce qui serait si on enlevait Mâcon. Eh bien, si on enlevait Mâcon, les choses ne seraient pas très différentes. Vous ne voyez pas peut-être les nombres, mais en gros, 90% des habitants, 87% ici avec Mâcon, des habitants de la région tout entière seraient à moins de 90 minutes d'un site angioplastie. Et là, c'est 85. En revanche, sans Châlons, l'accès il est beaucoup plus faible. On va voir ça sur un tableau tout à l'heure. Et puis, je montre aussi là ce que ça serait si on supprimait l'offre privée commerciale de la clinique Valmy à Dijon. Mais je ne voudrais pas mourir d'un assassinat en sortant, et je ne développerai pas ce point. Mais si on nous prend pour des imbéciles, on peut aussi jouer comme ça et montrer que la présence d'une offre à Valmy, puisqu'il y a l'offre du CHU qui est tout à fait légitime, il faut bien former les futurs cardiologues interventionnels, ne se justifie pas du point de vue de la santé publique. Voyons ça maintenant avec un chiffre qui est tout à fait capital. La situation actuelle fait que 80% des habitants de la région tout entière, je ne parle pas du Nord Saône-et-Loire, je me place là dans une perspective de solidarité au sein d'une région. Après tout, on ne défend pas notre beefsteak, on a une vision nécessairement plus large, en tout cas, moi, celle que j'ai et la seule que je veux avoir. Aujourd'hui, environ 80,7% de la population de la Bourgogne-Franche-Comté est à moins de 90 minutes de site d'angioplastie. 90 minutes au sens médical qu'il faut retenir et au sens des recommandations internationales. Si on ouvrait à Châlons, c'est 7% de plus de la population de toute cette région, de 2 800 000 habitants maintenant, qui serait à moins de 90 minutes. Ce qui veut dire que 1 253 moins 1 047, ça fait 210 000. 210 000 personnes supplémentaires, si on ouvrait à Châlons, verraient leur situation améliorée et se verraient placés dans une situation où ils seraient conformes aux recommandations internationales, c'est-à-dire acquérant par là même un gage de survie, un pronostic évidemment incomparablement meilleur et sans risque vital vraiment important. Donc, ce que nous disent ces chiffres, c'est la réalité d'un gain absolument majeur pour non pas quelques milliers d'habitants, mais pour 200 000 habitants environ de la région, dont tous évidemment se situent en Saône-et-Loire. Ils ne se situent pas dans l'Yonne. Si on ouvre ici, ça bénéficie évidemment d'abord aux gens d'ici. Si on rapporte ça aux habitants du département, qui sont après tout peut-être ceux qui vous concernent le plus, alors c'est 50% de la population départementale, ou peu s'en faut, qui verrait sa situation considérablement améliorée eu égard à l'accès à l'angioplastie. 50%, oui, mais ce n'est pas 50% de 70 000 habitants comme en Lozère, c'est 50% de la population du département de Saône-et-Loire, qui est un des départements fort peuplés de la France. Donc, c'est évidemment des chiffres tout à fait appréciables. Alors, en conclusion, parce que peut-être le temps passe, je suis dans les temps globalement, puis si je ne suis pas dans les temps, c'est pas grave, vous m'avez fait venir pour ça. Bon, en conclusion, les arguments en faveur de l'angioplastie à Châlons, je viens de les exposer. Je les résume là, et je les résume en de telle sorte que vous puissiez les imprimer sur les rétines, et par là même dans le cerveau, et voir les noter sur un bout de papier, si vous voulez ensuite les véhiculer.
Permettre aux populations des zones d'emploi, des bassins d'emploi d'Autun, du Creusot, de Monceau et de Châlons évidemment, d'avoir accès à la coronarographie et à l'angioplastie en moins de 90 minutes, est un idéal vers lequel il faut tendre. Et cela constitue une grande amélioration, et une amélioration qui est indiscutable. Ce qui représente un gain pour 170 000 habitants au moins, et plutôt pour 200 et quelques mille, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet de favoriser une activité forte de cardiologie à Châlons, ce qui est aussi un objectif, car ça sert, la cardiologie, pas que aux coronarographies et à l'angioplastie, ça sert tous les jours pour plein de choses, à plein de gens. Et donc, entretenir par la présence d'angioplastie une activité forte de cardiologie dans un hôpital comme Châlons est évidemment un objectif, et ça favorise le maintien de musique dans de bonnes conditions. Or, la puissance publique, elle a pris la décision de créer une musique, c'est pas pour rien. Ça permet d'augmenter la part du service public hospitalier dans cette activité, naturellement, et ça a son importance, parce que le service public hospitalier, c'est la pérennité de l'offre, la continuité. Longtemps après que nous serons morts, l'hôpital de Châlons demeurera, comme le vieil hôpital existe, je l'ai connu, vous l'avez connu, vous venez de le racheter, ça durera et sous d'autres formes, mais ça aura toujours, je l'imagine, une fonction sociale dans les années à venir. Et donc, augmenter la part du public et lutter contre la sous-prescription d'actes de coronarographie et d'angioplastie est évidemment une bonne chose. Alors, quels sont les contre-arguments qui sont avancés par les opposants au projet? D'abord, le fait que l'ouverture d'une angioplastie à Châlons provoquerait une menace sur Mâcon. Les bras m'en tombent, parce que ce que je croyais, c'est que Mâcon comme Châlons, comme Dijon, comme Auxerre, comme Besançon, comme Dole, étaient des éléments d'un tout qui s'appelle le service public hospitalier, et où, au sein duquel les règles, les jeux, les effets pervers aussi de la concurrence ne doivent pas s'exprimer. C'est le bien public qui doit être recherché. Or, le bien public, il dit pas que, au prétexte de conserver un tel, on doit empêcher un tel, quand il est montré que le gain que procurerait une offre ici à Châlons est aussi considérable que ce qu'il est. On me dit ensuite qu'il faudrait organiser d'abord une autre branche de la cardiologie qui est la rythmologie. Oui, bien sûr, c'est important la rythmologie. Il y a des rythmologues là, à la tribune et dans la salle, et ils s'exprimeront. C'est important, mais c'est pas tout. C'est pas faites de la rythmologie à la place de faites de la coronarographie. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est deux choses différentes, deux besoins différents. L'un et l'autre doivent être menés. Et enfin, on ne peut pas dire faites de la rythmologie, de la cardiologie un peu comme dans une famille. Il y a 3 enfants, il y en a un qui est au piano, les parents ils trouvent malin de dire à l'autre ah, tu vas faire du violon parce que déjà ta sœur elle fait du piano. C'est ridicule. C'est pas comme ça que ça se passe. On va écouter l'enfant, si lui aussi il a envie de faire du piano, ben, il fait du piano. Et si les deux ont envie de faire du violon, ben, tant pis, on encaisse, on achète des bouts de pièces. Et c'est pas grave, et tout le monde est heureux. C'est un peu la même chose. Voilà. Et puis, ensuite on dit il y a des problèmes de ressources médicales ou la démographie médicale. Ben oui, mais si on dit ça, on fait jamais rien. Et en fait, la solution là, elle est de dire ben, faites-nous la démonstration que votre équipe de cardiologie, elle est capable de recruter des cardiologues. Or, cette équipe, elle est vivante, elle est jeune, ou relativement jeune. On vieillit tout ça un peu. Et cette équipe, elle est là, et donc si laissons-la faire la démonstration qu'elle peut attirer, ce dont nous sommes certains, par les temps qui courent, c'est que pas de coro, pas d'angio, bientôt plus d'usique, tout ça, c'est pas attractif sur des cardiologues. Donc forcément, si on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage, ou on commence par noyer le kleps avant même de savoir s'il a la rage, ben c'est un peu ça. Et puis, un GCS
Un GCS, bon, je vais passer parce que un GCS, c'est quoi? C'est un groupement de coopération sanitaire, c'est un instrument de coopération aux mains de la puissance publique, mais en réalité, ce GCS n'est pas une nécessité du tout pour ouvrir l'angioplastie. L'angioplastie, c'est une autorisation, c'est la puissance publique qui délivre les autorisations, c'est pas tellement un GCS d'entranchis. Alors finalement, on ne voit pas en quoi les contre-arguments qui précèdent, le problème de la ressource médicale, l'organisation de la rythmologie, la menace sur Macron, tomberaient avec le GCS. C'est pas parce qu'il y aura un GCS qu'il n'y aurait plus de menace sur Macron, si tant est qu'il y a menace. C'est pas parce qu'il y a un GCS que la ressource médicale, comme un Deus ex machina, serait solutionnée. En fait, on voit bien que ce GCS n'est pas du tout un contre-argument acceptable, au sens où il n'empêche rien des autres contre-arguments qui ne valent, comme je l'ai montré, pas davantage. Alors voilà, on me dit pour finir que ce besoin, c'est la dernière nouvelle en date qu'on m'a sorti, que ce besoin serait couvert parce qu'il y a une forte attractivité de Mâcon sur les départements périphériques. Il ne faut pas avoir beaucoup mis les pieds dans la région, ni même avoir vu une carte de France pour dire des conneries pareilles. Et je pèse mes mots. Et je reste poli. Car en réalité, où est Mâcon? Ceux qui disent ça ne savent pas. Encore heureux que Mâcon ait une attractivité sur les départements voisins. Que je sache, mes amis, Mâcon n'est pas au centre d'un département, mais Mâcon est des villes françaises, une ville qui est dans une position très particulière, parce que c'est un des très rares départements qui présente cette appendicite où se situe Mâcon, au contact des départements du Rhône et de l'Ain. Donc encore heureux que Mâcon attire sur Belleville, encore heureux sur la Bresse voisine. Mais, en attendant, c'est plutôt Mâcon qui est attiré par Bourg-en-Bresse et désormais par Villefranche-sur-Saône qui est en pleine croissance pour ce qui est de l'angioplastie. Donc quand on en est à user de ces arguments, nous pouvons déclarer vraiment et sans aucun esprit revanchard ou esprit de je sais pas quoi, que ce sont des arguments qui sont inacceptables. Encore heureux que Mâcon attire un peu de l'extérieur, puisque Mâcon attire si peu de chez lui. Donc vous voyez, je termine là-dessus, après cet exposé qui s'est voulu purement factuel, et je crois que c'était mon rôle attendu. Je n'ai rien d'autre à dire, rien d'autre à faire que de dénoncer des arguments qui me paraissent fallacieux et d'en présenter des arguments qui me paraissent sérieux. C'est à vous de l'apprécier. En tout cas, il est tout à fait extraordinaire et vraiment, ça fait évidemment chaud au cœur et ça rend un peu moins malheureux de son pays. Je peux dire à Camille, entends Chalon. Ça fait évidemment chaud au cœur de constater que vous m'avez écouté si patiemment et je vous prie de m'excuser de vous avoir peut-être dérangé trop longtemps et je vous remercie infiniment. Au syndicat CGT, je suis représentant du syndicat au conseil de surveillance de l'hôpital. Donc bon, je vais pas revenir sur ce que vient de présenter M. Vigneron. Moi, je voulais juste avoir... j'ai un peu un questionnement que sans doute d'autres ont aussi. J'ai lu votre publication, M. Vigneron, et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit dans les décisions, par exemple, de l'ARS, hein, enfin dans les positions de l'ARS, donc on les remercie de ne pas être là aujourd'hui. Voilà, je tenais quand même à le dire. Dans les décisions de l'ARS, il semblerait que l'ARS n'a pas imposé en fait aux autres établissements les choses pour que les choses arrivent à se construire. Moi, j'ai l'impression que derrière, je voudrais savoir en fait maintenant les éléments qui sont dans les mains du ministère, puisque nous, il y avait un recours, on a écrit un certain nombre de cartes postales. J'aimerais savoir en fait si la ministre va trancher, parce qu'au regard de votre présentation, là récemment, il y a quelqu'un qui nous disait mais oh non, mais
le problème de l'angioplastie à Chalon-sur-Saône, quelqu'un bien placé, c'est pas un problème de santé publique majeur, sinon il y a longtemps que le ministère aurait tranché. Or là, d'après votre description, on s'aperçoit que c'est un problème de santé publique et majeur. Donc pourquoi le ministère, à un moment, ne prend pas position? Est-ce qu'on pourrait avoir la réponse? Et puis, pendant que j'ai la parole, je vais pas la garder plus longtemps. Je voulais juste aussi qu'on développe, parce qu'à un moment, vous avez abordé le problème de la concurrence entre les établissements, de ces fameux effets pervers de la T2A, la tarification à l'activité, qui fait que nos établissements publics, et c'est une politique qui a initié, comme le disait M. Platret, qui a été initiée par des gouvernements successifs et qui a toujours été entretenue, et bien tous ces établissements publics hospitaliers de France et de Navarre se tirent tous la bourre pour essayer de sortir la tête de l'eau, et bien difficilement. Monsieur le maire l'a dit dans son introduction, c'est que c'est un cas d'école, c'est aussi pour ça que je m'y suis intéressé. On touche ici vraiment aux conséquences de la T2A et de ses effets pervers. La T2A, c'est quoi? C'est l'introduction des mécanismes de concentration du capital dans le service public. C'est pas mal, puisque l'idée, elle était de stimuler les uns et les autres. Enfin, c'était les grandes vertus du marché, hein. Les meilleurs vont tirer les moins bons, finalement tout ça s'appelle de l'émulation, au final c'est bon. Finalement, que voit-on? On voit que les uns et les autres, comme ils ne sont pas en monde clos, mais qu'à côté il y a une forte concurrence du secteur privé qui ne se bat pas à armes égales, eh bien que tout ça, ça conduit les gros à tuer les petits avant d'être tués à leur tour par encore plus gros qu'eux. C'est inévitable. Et finalement, loin de pousser les établissements à adopter ce qui devrait être une attitude normale d'entraide et de solidarité entre eux, car ils sont fondamentalement les éléments d'un même tout qui s'appelle le service public hospitalier, eh bien, on les voit qui sont en concurrence les uns avec les autres, ce qui est évidemment pernicieux. Et c'est d'autant plus pernicieux, vous savez que je m'exprime beaucoup là-dessus dans mes articles, publications, interviews, encore ce matin à Salpêtrière, mais sur un autre sujet que l'angioplastie à Chalon, c'était tout autre chose. Mais enfin, les fonctions étaient un peu les mêmes, c'est-à-dire ça aboutit à une perte de sens. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui on fasse des établissements hospitaliers des lieux de production de soins pour une clientèle comme supermarché et qu'on oublie des mots comme soins, compassion, qui sont les mots vrais du service public. C'est désolant. Et c'est en ça que je dis que notre pays est actuellement malheureux, car dans beaucoup de domaines, le sens se perd, le sens s'égare. Et ce que je sais, comme beaucoup votre présence nombreuse le prouve ici, c'est que l'hôpital, la santé, sont vraiment au cœur de notre civilisation. L'hôpital, il a fait la civilisation qu'est la nôtre, ou ce qui pourrait ou devrait s'appeler une civilisation, si c'en était une vraiment. Et donc, toucher à l'hôpital, c'est encore ajouter au malheur du monde, c'est concourir à plus de tension. L'hôpital ouvert à tous, 24 heures sur 24, tout le temps, en proximité, c'était aussi un grand lieu de résolution des conflits, des tensions qui parcourent la société. Notre société, nous le savons, nous le voyons, même ici à Chalon, dans des villes pourtant douces et bonnes à vivre, cette tension, elle existe tous les jours, elle se manifeste par des violences. C'est une violence de plus que l'on fait quand à l'hôpital on traite les gens de clients et que, par exemple, aujourd'hui, un directeur d'hôpital en France, croyant bien faire, parce que lui-même contaminé par cette idéologie, a dénoncé, les textes sont des articles dans la presse, a dénoncé les bed bloqueurs. Alors j'ai répondu à ça dans un article de journal en disant mais c'est quoi? C'est vrai ça, il y a des bed bloqueurs, c'est bien connu, hein, c'est bien connu. Il y a plein de bus en France qui l'hiver, comme ils s'emmerdent, ils vont à l'hosto et ils y passent 3 mois.
parce qu'on y mange bien, qu'on est bien soigné, etc. Il y a l'infirmière, c'est bien connu, c'est un peu comme dans les prisons. Hein? L'hiver, les gars, ils vont voir la télé, fumer des pétards au balcon, donc on met des matelas. Ben, c'est la même chose. Mais si vous vous rendez compte, le monde dans lequel on vit, osez dire qu'il y a des bed blockers. On a honte, on ne va pas dire qu'en français, il y a des occupants indus. Et ces bed blockers, là, le directeur les a menacés de les dénoncer. Vous vous rendez compte? Le monde dénoncé à la sécurité sociale pour que leur soit facturé ce qu'on appelle dans la comptabilité hospitalière les indus. Mais vous vous rendez compte? Mais dans quel monde on vit? Ici à Châlons, des trucs pareils. Comment un pays, la France, comment un département où sont passées tant de choses de l'histoire de notre pays, comme la Saône-et-Loire, peut accepter ce genre de choses? Admettez quand même, mes chers amis, que tout ça est désolant. Alors, il ne s'agit pas de crier en défilant et tout, mais le dire, le redire, s'en pénétrer et lutter de toutes ses forces contre de telles conceptions du service hospitalier me paraît nécessaire. En cela, le cas de Châlons est évidemment un cas exemplaire. On a du mal à comprendre qu'on ne facilite pas le pronostic vital de 200 000 personnes supplémentaires. Merci, monsieur le professeur, pour votre exposé qui démontre avec évidence la pertinence d'un centre d'angio-coronaro à Châlons. Vous avez beaucoup parlé du territoire de toute la Bourgogne et même de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez parlé de Mâcon. Vous avez parlé un petit peu de l'établissement privé Valmy à Dijon. Permettez-moi de vous interroger sur l'établissement public de Dijon. Pensez-vous qu'il y ait là une raison au fait que l'angio-coronaro n'avance pas ici, à Châlons? Vous savez, je ne suis pas habitué de mâcher mes mots, et vous l'avez compris, j'ai des idées. Mais là, je dois admettre que je n'ai pas franchement d'idées. En revanche, ce que je sais, c'est que nous sommes quelques-uns à la tribune, et que ceux qui sont là à la tribune ont vocation à intervenir peut-être autant que moi, ou mieux que moi, car ils connaissent davantage que moi certaines situations. Aussi, c'est peut-être à eux que de s'exprimer sur la question que vous posez. Moi, mon boulot, et ce qui rend respectable mon travail, je crois, incontestable, c'est de m'en tenir aux faits et de rappeler ce que j'ai fait, des chiffres, même si c'est barbant. Mais c'est là que je suis attendu. Sur le reste, vous êtes, vous, attendus, mesdames et messieurs les sénateurs élus, sur d'autres façons d'aborder la question, et c'est ainsi qu'on s'enrichit mutuellement. Et puis, nos amis cardiologues ici de Châlons ont de la vie locale une expérience que je n'ai pas, et c'est peut-être donc à eux de s'exprimer. De la crise et finalement la publication en 2012 des recommandations qui prouvent que le traitement par angioplastie est supérieur au traitement par fibrinolyse au moment de la phase aiguë d'un infarctus. Et à partir du moment où on a su ça, que ça a été recommandé par les sociétés internationales savantes, que l'ensemble de la communauté cardiologique a dit il faut s'organiser pour faire ça quand quelqu'un a un accident cardiaque aigu, il a fallu transformer l'USIC qui existait depuis 2005 en une USIC capable de faire de l'angioplastie. Et le virage, c'est 2012. Et il se trouve qu'à cette époque, il y a eu le divorce dans les années qui ont suivi entre Monceau et le Creusot, et que l'ARS a pris la décision de faire venir une agence nationale qui s'appelle l'Agence nationale pour l'amélioration de la performance des hôpitaux, l'ANAP, dans le territoire Nord-Saône-et-Loire. Ces gens ont travaillé, on a travaillé avec eux, et il est apparu dans les années 2013-2014 qu'il y avait un besoin d'angioplastie. La décision a finalement été acceptée difficilement, il faut le reconnaître, par l'équipe de l'ARS au cours de l'année 2015. Et quand les acteurs actuels de l'angioplastie, Mâcon et les acteurs de Dijon, privés et publics, ont compris que l'ARS avait changé d'avis sur ce dossier, ils ont demandé à participer aux travaux de réflexion. Et nous avons eu depuis
l'été 2015, l'automne 2015, des réunions presque mensuelles avec Dijon, le CHU, Mâcon, le centre hospitalier, et l'ARS. Et durant toute cette période, l'ensemble des réunions a toujours été « ce besoin est inutile, ce besoin n'existe pas, et nous cherchons toutes les bonnes raisons pour ne pas satisfaire ce besoin ». S'il avait s'agi de partager une activité qui coûte de l'argent aux hôpitaux, qui soit déficitaire, on nous aurait pressé de monter au plus vite cette activité pour l'organiser et partager une activité qui coûte de l'argent aux hôpitaux. Mais il se trouve que cette activité-là est plutôt rentable pour les hôpitaux. Et du coup, les hôpitaux et les cliniques. Et du coup, les tenants de ces activités, qui ont les autorisations, ne veulent pas les partager. Avec beaucoup de courage, le directeur de l'ARS, M. Lannelongue, a pris la décision avec beaucoup de force et de courage, malgré les oppositions des centres de Dijon et de Mâcon, de pousser le dossier jusqu'à une décision en mai 2016 de reconnaissance d'un besoin exceptionnel. M. Vigneron y a fait allusion tout à l'heure. Normalement, tous les 5 ans, on examine l'organisation au niveau d'une région. Et quand on a pris des décisions, pendant les 5 ans, on ne les change pas. Eh bien, en 2016, l'équipe de l'ARS a décidé que, exceptionnellement, la situation du Nord-Saône-et-Loire justifiait de sortir de cette logique et donc de donner une autorisation nouvelle. Cette décision a été attaquée 3 mois plus tard par les cardiologues de la clinique Valmy, par l'hôpital de Mâcon et par l'hôpital de Dijon. Cette décision a été attaquée au tribunal administratif pour en demander l'annulation en disant qu'il n'y avait pas de justification à ouvrir un centre d'angioplastie en Saône-et-Loire. L'affaire n'est toujours pas jugée. Le CHU de Dijon a retiré son recours, mais l'affaire est poursuivie. Nous sommes, je vous le rappelle, en 2016. L'ARS a dit il y a un besoin. Les opposants ont dit nous attaquons la décision au tribunal administratif. Et l'ARS, quand elle a reconnu ce besoin, a exprimé un vœu complémentaire. Et ce vœu complémentaire, c'est de dire nous avons bien compris les enjeux de concurrence, mais nous souhaitons créer un esprit de coopération. Et nous souhaitons que cette autorisation nouvelle à Châlons se fasse en lien avec les hôpitaux de Mâcon et de Dijon pour permettre le maintien d'un centre à Mâcon, qui est extrêmement utile pour les Mâconnais, et qui permette l'orientation de la chirurgie cardiaque en particulier sur le CHU de Dijon. Simplement, le directeur de l'ARS a mis cette condition dans la formulation de son arrêté de reconnaissance de besoin. Il a donc demandé aux gens de se rassembler tous les mois, on a continué à se voir, et depuis, cette utilisation du terme de conditions de coopération est utilisée régulièrement, en permanence, pour dire il n'y a pas d'accord entre les établissements, donc on ne donne pas d'autorisation à Mâcon. Le directeur d'ARS, à Châlons, pardon. Le directeur d'ARS a changé au 1er janvier 2017, et là, un élément nouveau est apparu. Je suis désolé, je suis un peu long, mais ça mérite d'être raconté, cette histoire. Jusqu'en décembre 2016, les propos de M. Lannelongue étaient très clairs. Et son dernier courrier du 14 décembre 2016 est le suivant. Messieurs,
je le résume, mais je l'ai donné à un certain nombre de personnes, je ne le trahis pas. Messieurs, je sais que la coopération est difficile. J'y tiens néanmoins beaucoup. Si, pour le 15 février 2017, vous n'avez pas obtenu un accord, je donnerai une autorisation, même sans accord des autres établissements, à Châlons. Malheureusement, le 1er janvier 2017, M. Ladnon partait pour la Lorraine. Et il était remplacé pour le Grand Est. Et il était remplacé par M. Pribil, qui a donné une autre orientation à la politique de l'État. Cette autre orientation a insisté de façon beaucoup plus insistante sur la coopération, en faisant cette fois-ci une condition préalable à l'autorisation, ce qui n'était pas du tout le cas. Quand l'ARS reconnaît un besoin, elle ne met pas de préalable. Soit il y a un besoin, soit il n'y a pas de besoin. S'il y a un besoin, il n'y a pas de préalable. Et le grand changement, c'est qu'à partir de début 2017, on a un préalable à l'autorisation. Il se trouve que notre dossier avait été déposé, le dossier de l'établissement de Châlons, avait été déposé en novembre 2016. Il y a un délai légal d'examen des dossiers. On a attendu le maximum du délai légal. Ça nous a amené à une réunion le 24 mai 2017 qui s'appelle la commission sanitaire d'organisation des soins, la commission spécialisée d'organisation des soins. Et dans cette commission, on a appris que l'ARS rejetait notre dossier. Mais ce qui est plus grave, c'est que le même jour, dans la même commission, l'ARS annonçait également que pour les 5 ans qui viennent, il y avait négation du besoin. C'est-à-dire que non seulement le dossier était rejeté, mais en plus, ce qui avait été acquis par la reconnaissance du besoin exceptionnel en 2016 était perdu et qu'on niait le besoin que le professeur Vigneron a démontré de nouveau ce soir. Et c'est là que nous avons décidé de porter le débat sur la place publique. Comment expliquer que l'État ait changé dans sa ligne, puisque je rappelle que l'ARS, l'Agence régionale de la santé, est une agence déconcentrée de l'État. Ce n'est pas la région qui commande l'ARS, c'est l'État qui, en région, s'appelle l'ARS pour le domaine de la santé. Donc, comment l'État n'assure pas la continuité de sa politique? Comment expliquer qu'on ait un revirement pareil avec une négation d'un besoin qu'avait reconnu une agence d'État, puisque les premiers travaux de 2013, 2014, 2015, ce sont des travaux qui ont été faits avec l'ANAP, l'Agence nationale, et l'ARS. Donc, si je peux résumer, si vous voulez, cette affaire-là, on peut dire qu'il y a un besoin indéniable en Saône-et-Loire, qui a été reconnu en 2016, puis par un certain nombre d'arguties, qui est nié, et encore maintenant, alors que le plan régional de santé numéro 2 doit se faire et doit fixer la politique pour les 5 ans qui viennent, nous n'avons pas de garantie ce soir qu'il y aura reconnaissance dans ce document pour les 5 ans qui viennent du besoin exceptionnel. Alors que toutes les études, qu'elles aient été faites par le professeur Vigneron, qu'elles aient été faites par les consultants mandatés par l'ARS ou qu'elles aient été faites par l'Agence nationale en 2015, toutes ces études ont confirmé la nécessité d'un besoin. Je vous laisse juger. Il n'y a pas très longtemps, effectivement, quelqu'un bien placé nous disait que la réponse de Madame la Ministre serait déjà négative. Eh bien, nous, ce soir, nous espérons que cette conférence, avec l'objectivité qui a été mise en avant ce soir, et puis votre présence à tous aujourd'hui, permettra à Madame la Ministre de prendre les responsabilités qui sont les siennes, puisque syndicalement, on a aussi invité la population à dire que s'il y avait des patients qui devaient avoir de graves séquelles, voire davantage, des décès,
parce que l'autorisation de Châlons n'aurait pas été donnée, eh bien nous les invitons à porter plainte contre l'État. On nous expliquait que l'État était responsable. Eh bien, dans le dossier de Chalon-sur-Saône, il ne l'est pas, encore à la date d'aujourd'hui, et que nous espérons qu'enfin maintenant, avec toute cette mobilisation qu'il y a depuis presque 10 mois, eh bien l'État prendra ses responsabilités, reconnaîtra effectivement une nouvelle fois, et M. Délinger avait bien raison de poser les bonnes questions. Alors j'irai un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé entre M. Lalonde qui disait oui, et puis quelque chose maintenant qui arrive et qui dit non? Eh bien il y a eu des élections présidentielles. Voilà, il faut être là aussi pour le dire, hein, et que ces élections ont certainement impacté aussi les décisions qui sont celles d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est, on est une démocratie, donc on s'exprime par les canaux de la démocratie, une réunion publique organisée, la présence des élus de la nation qui sont là, qui vont porter cette chose-là, qui, moi, dont le travail est simplement de rappeler des faits et à la demande, je dis bien, des élus de la nation, de les accompagner pour l'exposer de ces faits, pour autant que cela est souhaité. Et puis chacun de nous, c'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps de donner des chiffres, et puis que j'ai dit aux organisateurs que évidemment ce diaporama pouvait être diffusé. C'est aussi vous dans les conversations de tous les jours. En gros, voilà, ça rejoint une idée que j'ai aujourd'hui sur la correction du malheur de notre pays, malheur de la société de notre pays. Il ne faut pas exagérer, mais qui est réel et qui repose au fond sur l'existence de tensions importantes qui parcourent le corps social. Ces tensions-là, elles sont le résultat de violences qui sont faites aux individus par le monde moderne. Je passe sur le détail, mais je pourrais développer. Cette violence, elle produit chez les uns et les autres, si vous m'avez lancé, j'y vais, cette violence, elle produit chez les uns et les autres un sentiment de honte. Il se trouve que le moyen de sortir de la honte est un sujet sur lequel la psychiatrie des 50 dernières années s'est beaucoup interrogée. Et que la psychiatrie a trouvé des moyens de sortir de la honte l'individu, qui a été placé le plus souvent par la violence qui lui était faite. Imaginez la honte d'un jeune homme qui s'entend dire sale arabe, sale juif, sale nègre, sale bouseux du Morvan, sale tout ce que vous voudrez, ou t'es mal foutu, ou t'es gros, ou t'es moche. Tout ça, ça finit à cumuler, et chacun d'entre nous a ses petites névroses. Hein. Tout ça fait accumuler, contribue à de nombreux dégâts. Beaucoup d'entre nous ont une force de vie telle qu'ils vont arriver à dépasser cet état névrotique et par la résilience à triompher. Certains vont montrer qu'ils valent la peine en faisant mère. Et oui, et ils font la démonstration que les petites avanies, car on a entendu comme tout le monde, car les petites avanies qu'on a entendues dans l'enfance, dans l'adolescence, ont finalement ruisselé sur eux et qu'ils les ont dépassées, même si elles marquent à jamais. Et puis d'autres sont toujours marqués par ce sentiment de honte. Ce sentiment de honte, il concerne les individus, et ma démonstration est finie, et il concerne aussi le corps social tout entier. Nous avons souvent une certaine gêne à nous exprimer. Et donc, la façon qu'a trouvé la psychiatrie de extraire l'individu de sa honte, c'est au fond de rejouer les scènes, de le mettre en scène, de créer par les moyens de la psychothérapie institutionnelle qu'elle a développée, de créer les lieux où l'individu va s'exprimer, va éprouver au fond sa douleur, sa souffrance à côté des autres, et va ainsi d'abord en la verbalisant, la déposer comme un sac qui est trop lourd, mais aussi va constater qu'à côté de lui, bien d'autres ont également subi de telles avanies.
Et finalement, les choses, les douleurs ne vont pas disparaître, mais elles vont évidemment s'apaiser. Oh, ça vous paraît lointain ce que je dis, et un peu tiré par les cheveux? Pas du tout, car en réalité, lorsque nous parvenons à nous exprimer comme nous le faisons ce soir, lorsque cela se sait, cela est entendu, eh bien, au fond, c'est une verbalisation collective qui a lieu et qui a en elle-même sa vertu libératrice. C'est bien, c'est pas violent à l'égard des autres, c'est substituer à la violence du monde ou à la violence qui vous est faite une attitude qui est positive. Voilà ce que je crois, je ne sais pas ce que vous pouvez en penser les uns les autres, mais c'est déjà beaucoup quand on œuvre calmement. Là, il y a une assemblée de 1000 plus personnes, j'ai compté 1183. Je m'amuse comme je peux, vous savez. C'est déjà beaucoup. Il y a une soirée qui a lieu dans... Vous vous rendez compte, il n'y a pas de bruit, c'est d'une douceur réelle. Le coût des différents VSL, dans le cas où les interventions ou les coraux sont moins urgentes, comme moi, j'ai eu l'occasion de me rendre à Lyon, à la clinique du Tonquin, c'est quand même pas si loin que le Tonquin, c'est pas loin de Lyon, et à partir de là, tous ces trajets successifs pour des gens qui n'ont pas une pathologie très urgente mais qui ont besoin d'une coro ou d'autres examens que Châlons n'est pas capable de faire, je pense que le cumul de tous ces trajets peut être mis en comparaison avec le coût d'un service d'angioplastie à Châlons. Et bien sûr, la balance également, c'est de pouvoir dire la nécessité vitale de ces trajets qui ne permettra pas forcément à tout le monde d'arriver, même en hélicoptère, à Dijon ou ailleurs. Bonsoir, vous avez tout à fait raison. Alors, il existe des données qui n'ont certainement pas été utilisées jusqu'au bout, mais il est certain que la mise en place du service de Coronaro à Châlons permettrait d'économiser les transports dont vous parlez, de diminuer un certain nombre d'hospitalisations qui sont récurrentes, puisque quand on arrive à Châlons, c'est un premier séjour qui est tarifé à la CPAM, puis quand on est transféré à Dijon, c'est un second, puis on vient à Châlons, donc c'est un troisième. Donc l'hôpital avait travaillé sur des données économiques qui ont démontré qu'il y avait des économies colossales à faire et que l'investissement d'une table de Coronaro qui est d'environ 1 million d'euros serait assez rapidement amorti en fait. La CPAM a également poussé le dossier de Châlons en considérant qu'il y avait des économies importantes à faire. Malheureusement, quand ce genre de discussion est évoqué avec l'ARS, on n'a pas le sentiment qu'il soit vraiment pris en compte. Voilà, mais c'est en tout cas jamais quelque chose qui nous a été opposé. On ne nous a jamais dit c'est un problème d'argent, ça coûte trop cher. La raison du blocage vient effectivement d'un problème d'argent, mais surtout de celui qui serait perdu par d'autres centres. Voilà, c'est mon point de vue. Séjour en disant il a été hospitalisé pour telle ou telle chose. Et cette qualification est transmise dans un service de l'hôpital qui s'appelle le département d'information médicale, qui va formuler ça avec un certain nombre de codes. Ces codes sont transformés ensuite en valeur monétaire et l'hôpital présente une facture à l'assurance maladie. L'objet, chaque année, le ministère révise la tarification. Et on observe en France que cette tarification n'est pas directement liée au coût. Si on regarde ce que dépense un hôpital pour les soins d'un malade, il peut se trouver des pathologies où les soins coûtent plus cher que le paiement que va recevoir l'hôpital, et d'autres soins où le coût est au contraire inférieur à ce qui va être versé à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on peut dire qu'il y a des activités qui sont plutôt bénéficiaires et d'autres qui sont plutôt déficitaires. Et dans un hôpital bien géré, il y a en général un mélange d'activités qui fait que les déficitaires sont compensés par les bénéficiaires. Et si tout va pour le mieux et que les tarifs ne sont pas trop baissés d'une année sur l'autre, eh bien, on arrive à équilibrer le budget de l'hôpital.
Il se trouve que l'activité de soins intensifs pure, parce que c'est une activité normée, normes de surface des chambres, normes d'équipement, normes de personnel, présence d'un cardiologue 24 heures sur 24, est une structure qui est plutôt coûteuse. Les coûts engagés sont importants et les bénéfices liés les recettes liées à cette activité sont plutôt faibles. Ça, c'est une activité plutôt déficitaire. Inversement, l'activité dans laquelle il y a un séjour d'angioplastie, de coronarographie et d'angioplastie, est une activité plutôt bénéficiaire, et même largement bénéficiaire. Du coup, quand vous avez une structure hospitalière qui a une unité de soins intensifs et de l'angioplastie, vous avez quelque chose qui est assez équilibré, où finalement, non seulement vous couvrez les frais de l'USIC, mais vous faites même un peu de bénéfice. Si on regarde pour le dossier de Châlons, la structure de dépenses et de recettes du secteur cardiologie et unité de soins intensifs, le déficit annuel est de 150 000 € pour ce secteur par an, actuellement. Si demain il y avait une angioplastie, ce secteur d'activité serait bénéficiaire de 400 000 € par an. D'accord? Ça vous donne un ordre de grandeur. Le but pour un hôpital n'est pas de faire du bénéfice. Le but est d'utiliser les bénéfices qu'il fait sur un secteur d'activité pour payer le déficit qu'il fait sur d'autres secteurs d'activité. Je veux dire, le but dans un hôpital n'est pas de faire du bénéfice, il est de couvrir les frais de fonctionnement, d'assurer les frais d'investissement. Voilà. Donc, ce qui est en cause, effectivement, c'est la concurrence autour d'une activité bénéficiaire. Voilà. C'est très clairement ça qui est le problème majeur. Ça d'autant plus que vous avez, comme dans toutes les structures économiques, un effet volume. Quand vous avez amorti les frais fixes de la salle, si vous avez par exemple le CHU de Dijon qui tourne avec 1600 angioplasties par an, la structure est déjà payée largement, tous les frais sont couverts à partir de 600 angioplasties, et tout le reste, c'est du bénéfice quasi pur, parce que, si vous voulez, vous avez des frais de matériel pour chaque examen, mais la salle, tout l'équipement de base, le matériel est payé déjà. D'accord? Donc, c'est effectivement un problème économique. Vous posez la question de savoir, est-ce qu'il y a d'autres enjeux que des enjeux économiques? Il est possible qu'il y ait d'autres enjeux. En même temps, nous sommes dans cette affaire depuis plusieurs mois, je n'en ai jamais eu la preuve. Et dans la mesure où je n'en ai pas la preuve, je n'en dirai rien. On est sûr qu'on a été convaincu par l'exposé du professeur Vigneron que le besoin était indéniable. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois que d'abord, on ne lâche rien. D'abord, on ne lâche rien. Il faut rester convaincu que la situation est tellement inhabituelle, qu'elle est tellement extraordinaire, qu'elle est tellement scandaleuse, que je reste convaincu que dans notre beau pays, il y aura une issue favorable. La question est comment et quand. La question est comment et quand. Sur le comment d'abord, le point le plus simple, le passage le plus facile, c'est un avis favorable de Madame la Ministre avant le 8 février 2018. Pourquoi le 8 février 2018? Parce que l'établissement, à l'annonce du rejet de son dossier, a envoyé le 7 août 2017 un recours hiérarchique à la ministre. On ne peut pas envoyer de recours amiable à M. Prédil en lui disant « Monsieur Prédil, vous avez dû vous tromper de case, il ne s'agit pas de mettre un non, il faut mettre le oui. » On a considéré que ce n'était pas utile. On a envoyé un recours hiérarchique. Ce n'est pas le tribunal administratif non plus. Ce n'est pas un recours contentieux. Le but a été de dire « Madame la ministre, il se passe quelque chose d'anormal
Et c'est comme ça que l'avocat de l'hôpital l'a formulé. Il se passe quelque chose d'anormal dans la Bourgogne-Franche-Comté au niveau de la décision qu'a pris le directeur de l'ARS. Nous vous demandons de réexaminer le dossier. Le dossier a été largement soutenu par de très nombreux acteurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient syndicaux. De larges soutiens sont venus. Votre soutien avec les 35 000 signatures et les 20 000 cartes font partie de ces soutiens. Toujours est-il qu'en décembre, la commission qui précède l'avis de la ministre a donné un avis défavorable. Ça n'en change rien. La ministre est souveraine pour trancher. Partira avant la fin de la semaine une lettre ouverte qui va s'appuyer sur votre soutien d'aujourd'hui à Madame la ministre pour lui demander de bien examiner les conséquences que pourrait avoir son rejet, qu'il soit un rejet formel, justifié, explicité par une lettre, ou qu'il soit un simple rejet tacite, parce qu'à partir du 8 février, le délai de recours étant écoulé, ceci vaut rejet tacite. Donc, la venue de M. Vigneron ce soir est extrêmement importante. Nous avons 8 jours, pour convaincre la ministre qu'il faut donner un avis favorable à notre recours. Ça vous donne l'urgence des choses. Et c'est vrai que pour accéder à la ministre en 8 jours, il va falloir le soutien de tous et un certain nombre de propositions seront faites. Il est évident que envoyer pour chacun d'entre vous, diffuser l'information, envoyer des lettres à l'ARS, envoyer des lettres au ministère, soutenir les élus qui seront peut-être amenés à remonter au ministère comme ils l'ont déjà fait, tout ça est fondamental. Ce n'est pas simplement quelques cardiologues ou quelques élus qui se battent. Il faut que ce soit une population qui manifeste que devant ce besoin indéniable, il faut une réponse claire et tranchée qui vienne de l'échelon national, puisqu'il n'est pas possible d'obtenir une réponse claire et tranchée de la région. Je vous rappelle qu'à la date d'aujourd'hui, dans la rédaction du PRS, il n'y a toujours pas de reconnaissance claire du besoin. Il y a parmi vous de nombreux membres d'associations de malades. Vous avez un rôle à jouer aussi bien au niveau des instances régionales de la Commission régionale de santé et d'autonomie qu'au niveau des instances nationales. Je sais que beaucoup sont déjà intervenus. Je sais que beaucoup ont déjà écrit. Il faut le refaire et le refaire très vite. Si le recours n'est pas suivi, si le recours n'est pas suivi d'un avis favorable de la ministre, je crois que le besoin reste. Et donc, la situation va être beaucoup plus compliquée pour l'ARS, parce que le support juridique pour revenir sur sa décision va être beaucoup plus délicat à trouver. Et je crois que c'est ça qu'il faut démontrer. Si nous montrons que le chemin va devenir beaucoup plus compliqué après le 8 février, on accroît les chances qu'il y ait une réponse favorable avant le 8 février. Je vous incite vraiment à diffuser ces informations, à soutenir les élus qui vont soutenir ce dossier. Vous savez que le Nord Saône-et-Loire est disons, touché par plusieurs restructurations en ce moment, puisqu'il n'y a pas que l'angioplastie, il y a l'enjeu de la chirurgie sur Monceau, il y a beaucoup de tensions actuellement dans les hôpitaux. Je crois qu'il faut maintenant que l'État donne des signaux clairs sur qu'est-ce qu'il veut pour une population qui n'est pas parisienne. Je vous remercie à tous d'être venus. Je vous remercie de ces encouragements.